qui est intéressant dans le cadre du conflit ukrainien, c'est que on a d'un côté une Russie qui a un appareil doctrinal, des moyens militaires, des moyens techniques, des officiers, des cadres, etc., qui sont tous, si vous voulez, cohérents, qui forment un ensemble cohérent. Et qu'en face, on a une armée ukrainienne qui est en réalité à cheval entre le système, l'ancien système soviétique et un système de l'OTAN. Et comme vous l'avez dit en introduction, j'ai moi-même été d'ailleurs engagé, alors que je travaillais pour l'OTAN, j'étais engagé en Ukraine parce que en 2014, juste après Maïdan, il y avait des problèmes dans l'armée ukrainienne. Les soldats ukrainiens ne voulaient pas être engagés contre leurs frères russophones, on pourrait simplifier les choses comme ça, et il y avait de réels problèmes de discipline, de corruption, etc., à l'intérieur des forces ukrainiennes, sans parler des désertions qui avaient touché un niveau assez dramatique. Et l'Ukraine a donc demandé à l'OTAN de venir l'aider à reconstituer des forces armées. Et on a eu donc cet apport de l'OTAN, on a formé des cadres, etc. Et en plus de ça, durant le conflit, et ça on l'a bien vu dans nos médias, cette armée qui était initialement équipée de matériel ex-soviétique, se trouve tout d'un coup avec des Léopards, des Challenger, des Abrams, des Max Pro par exemple, qui avaient été conçus pour l'Irak et non pas pour le théâtre d'Europe occidentale. Et donc on a en face de cette espèce de monolithe russe, on a quelque chose de très disparate, presque un patchwork en face, à la fois doctrinal, au point de vue formation, au point de vue équipement, avec des équipements russes de vieille génération, des équipements occidentaux, mais toujours pas d'ailleurs du niveau de modernité de ce qu'ont les Russes. Et puis, on a, en plus de ça, c'est une armée qui est faite un peu de briquet de broc. Il y a des volontaires étrangers, il y a des paramilitaires, il y a des militaires. Bref, on a d'un côté quelque chose qui est cohérent, qui a une cohérence opérationnelle, et en face, une armée ukrainienne qui s'est sans doute battue bravement, ça je ne mets pas en question la valeur et l'effort et la volonté de se battre des Ukrainiens, mais qui était organiquement, si vous voulez, ou structurellement hybride et disparate et qui n'avait pas la même cohérence pour affronter les Russes. Et c'est une faiblesse. Donc si vous voulez, quand on parle, la raison pour laquelle j'ai appelé ça la Russe, c'est pour montrer la différence entre un système qui a alors le mot parfait, rien n'est parfait dans ce bas monde, mais en fait il y a une grande cohérence équipementielle, opérationnelle, etc. Et en face quelque chose d'un peu plus disparate, qui est devenu de plus en plus disparate au fur et à mesure que le matériel devait être remplacé par les matériels occidentaux, qui est disparate aussi au niveau de l'équipement, parce qu'on voit très bien aujourd'hui que les Ukrainiens ont besoin de munitions, or cette munition est en Occident. Donc on a quelque chose qui est décousu d'un côté, que tant bien que mal les Ukrainiens ont essayé de maintenir dans une cohérence, mais qui n'en a pas. Par conséquent, on pouvait déjà dire dès le départ que c'était mal emmanché pour les Ukrainiens. Est-ce que, finalement, le fait que ces armées, ces armes que nous donnions ces armes plus que ces armées, puisqu'on ne leur a pas donné de soldats, enfin en tout cas pas officiellement, n'ont pas été... La formation qui a été prodiguée à l'armée ukrainienne, la disparité du matériel et le fait surtout que nous, occidentaux, n'avons conduit depuis 20-30 ans que des guerres asymétriques, notre vision de la guerre que nous voulions leur inculquer n'était pas la bonne par rapport aux Russes, dans le cadre d'une guerre précisément de haute intensité. Alors tout à fait, et c'est pour ça d'ailleurs que le sous-titre de mon livre, c'est « Comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec ». Parce qu'en réalité, on a sous-estimé tous ces facteurs, tout ce que vous avez évoqué. Ce qui est intéressant, et je le cite dans mon livre d'ailleurs, c'est que les militaires ukrainiens qui ont été en formation en Allemagne,
en France et ailleurs, disaient, mais en fait, les formateurs allemands, français ou britanniques ne nous enseignent pas la guerre telle que nous la pratiquons en Ukraine. Ils ne savent pas les conditions dans lesquelles on se bat. Et donc on les a formés en Occident. Alors, les Ukrainiens avaient beaucoup de confiance et d'attente vis-à-vis de l'OTAN. Et d'ailleurs, on l'entend très bien lorsque Zelensky, dès juin 2022, en fait, dit maintenant on dépend de l'OTAN. Donc les attentes sont absolument énormes et les Ukrainiens ont le sentiment que l'aide de l'Ukraine, de l'Occident, ou de l'OTAN, va être déterminante pour atteindre la victoire qu'on promet déjà et la défaite de la Russie. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on dit OTAN, mais en réalité, ce n'est pas vraiment l'OTAN, c'est les pays de l'OTAN. Et je pense que c'est important de faire cette distinction. L'OTAN, c'est une organisation, si vous voulez, c'est une structure qui, quand elle agit ou quand elle fonctionne, alors maintenant, je simplifie un peu le propos, elle fonctionne comme un seul homme. Mais les pays de l'OTAN... On a beaucoup vu M. Stoltenberg, quand même. Oui, on l'a beaucoup vu, mais on l'a vu... On le voit moins. Mais... Si vous remarquez, il n'a pas le même poids que Mme von der Leyen. Bien sûr. Parce que Mme von der Leyen, elle peut décider d'attribuer des fonds, etc. Bon, il faut quand même que les fonds soient là, mais en gros, elle peut décider d'attribuer des fonds, de financer, elle peut prendre des décisions de portée politique. Stoltenberg ne peut pas. Et ça, c'est très important de comprendre. Stoltenberg, il est en fait le porte-parole de l'OTAN. Parce que le chef d'orchestre de l'OTAN sont les États-Unis. D'ailleurs, l'OTAN a été construit autour de la capacité nucléaire américaine. Et on retrouve, d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand vous regardez la structure militaire de l'OTAN, c'est toujours un Américain qui la commande. Bien sûr. C'est invariable, et pour une raison bien simple, c'est que la raison d'être de l'OTAN, c'est d'apporter la capacité nucléaire américaine. Et par conséquent, il est assez logique que ce soit un militaire américain qui commande. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que quand ce sont des pays de l'OTAN, là, on a quelque chose qui est beaucoup moins monolithique. Chaque pays a sa propre doctrine, sa propre manière d'aborder les choses, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé, d'ailleurs. Les conditions de formation, par exemple, des soldats ukrainiens, a différé d'un pays à l'autre. C'est pas vraiment l'OTAN qui a formé, c'est des pays de l'OTAN, chaque pays apportant sa propre culture militaire. Exactement. Ouais. Et ça n'a pas contribué à former cette cohérence opérationnelle qu'il aurait fallu. Il n'y a plus vraiment, d'ailleurs, et vous l'avez évoqué dans votre question, c'est que les pays occidentaux, depuis 1990, n'ont plus été engagés dans des combats conventionnels, comme on dit. Ils ont été engagés dans des combats contre des forces, des guérillas, enfin des insurrections, des insurgés, les talibans, etc., etc. Avec des contextes opérationnels très différents. D'abord, pour simplifier les choses, c'est des adversaires qui n'avaient pas de force aérienne. Bien sûr. Donc on n'a pas besoin de capacité anti-aérienne, puisque ce n'est pas une menace. C'est des adversaires qui n'avaient pas d'artillerie. Donc on n'a pas besoin de se préoccuper etc., etc. Et les matériels d'ailleurs qu'on a fournis, typiquement les Césars pour prendre cet exemple, mais j'aurais pu prendre les M777 américains. Ou les AMX. Ou les AMX-RC, des 10 RC, sont des équipements qui ont été conçus pour un environnement de guerre de moyenne ou basse intensité. Et par exemple, typiquement, les M777, je mentionne dans mon livre, ils ont été mis dans un contexte où ils doivent tirer tellement souvent que le canon s'use beaucoup plus vite parce qu'ils ne sont pas conçus pour ça. Résultat des courses, on a des canons qui perdent très rapidement leur précision. Mais quand on parle de perdre sa précision, on est tout d'un coup à des canons qui tirent à 70 mètres d'écart. Je veux dire, c'est des écarts considérables. Alors qu'à l'origine, ça doit être des canons de haute précision, n'est-ce pas ? Mais pour des cadences de tir beaucoup moindres. En Afghanistan et en Irak, les Américains tiraient une fraction de ce que tirent les Ukrainiens par jour en Ukraine. Donc on se trouve avec
des armées occidentales qui forment les Ukrainiens pour une guerre qui est très différente de celle que connaissent les Ukrainiens. Très différente en intensité, très différente dans l'utilisation des matériels. J'ai évoqué les matériels d'artillerie. Des très bons matériels, d'ailleurs, qu'on leur a fournis. Les Césars étaient d'excellents matériels, mais conçus pour un environnement très différent. Et donc, on a... Je crois que les AMX et RC sont arrivés sur le front, me semble-t-il, l'hiver dernier, avec des roues, alors que des roues dans le Donbass en plein hiver. Alors, il y a cet exemple-là. En plus, pendant la Rasputitsa, voilà, c'est-à-dire la boue. En plus, il y a très peu de... C'est un véhicule qui est faiblement blindé parce qu'il a été conçu comme un véhicule d'exploration, de reconnaissance, et non pas comme un véhicule de combat, alors que les Ukrainiens, ils les ont reçus. Ils avaient un canon de 105 mm, ce qui est quand même pas négligeable, mais qui, aujourd'hui, le standard pour les chars de combat, c'est 120 mm, voire plus. Or, un canon de 105, c'est pas encore exactement ce qu'il faut déjà au point de vue de la puissance de feu. Mais en plus de ça, on a un appareil, un engin qui est très léger et donc très vulnérable aux tirs d'artillerie, très vulnérable à peu près à tout ce qui tire. Donc, on est avec vraiment une armée vraiment de type patchwork que nous avons apporté. Et c'était d'ailleurs un peu la raison du livre, parce que finalement, on a un peu triché avec les Ukrainiens, parce qu'on leur a fait miroiter une aide, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle a été vendue entre guillemets dans nos médias, comme quoi ça allait être vraiment, on allait voir ce qu'on allait voir avec les matériels occidentaux, etc. Or en réalité on leur a donné du matériel qui était du matériel de surplus, qui était inadapté pour ce théâtre d'opération, et en plus qui était des appareils qui nécessitent des doctrines d'emploi très différentes. Par conséquent, les Ukrainiens n'ont jamais eu l'occasion d'avoir une cohérence opérationnelle, la même cohérence opérationnelle que les Russes. Et ça, sans parler de l'intégration de tous ces armements dans des systèmes de conduite. Quand on regarde, et les Russes ont fait d'ailleurs des efforts, des bons considérables durant cette guerre en Ukraine, ils ont identifié ce problème-là, et je l'explique dans mon livre parce que j'avais étudié la chose à l'époque. Ils avaient constaté déjà à la guerre en Afghanistan qu'il leur fallait une meilleure intégration des moyens de reconnaissance et des moyens de feu, de façon à ce que l'intervalle entre la détection d'un objectif et l'arrivée du feu soit le plus court possible. Alors on était dans les années 80, il y avait des solutions technologiques qui n'étaient encore pas celles d'aujourd'hui, et ça s'est développé considérablement. Mais alors, pendant la guerre d'Ukraine, ils ont mis un effort considérable là-dessus, de façon à ce que même chaque officier, pratiquement, a un petit terminal pour diriger le feu d'artillerie. Donc on a une intégration presque parfaite. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, parce que de nouveau, dans ce bas monde, rien n'est parfait. Mais on a une intégration presque parfaite entre ce que veut l'officier sur le terrain et puis les capacités opérationnelles derrière. Et donc tout ça est pratiquement totalement intégré. Les Ukrainiens avaient des difficultés parce que déjà à cause des générations différentes, ils n'arrivent pas à intégrer tous ces éléments dans une même structure de conduite. Et donc il y avait, dès le départ, on pouvait déterminer que les Ukrainiens partaient avec un handicap, et en particulier avec le matériel occidental. Paradoxalement, le matériel occidental, il a porté sans doute des matériels de bonne... J'ai moi-même été commandant d'un bataillon, enfin en France on dirait un régiment de chars Léopard, c'est Léopard 2, exactement ceux qui sont en Ukraine. C'est un excellent matériel, mais il n'est pas conçu pour combattre dans cet environnement-là. Il était conçu pour l'environnement d'Europe centrale. Et donc, ça veut dire qu'on a, malgré tous les efforts qu'on puisse avoir, il est difficile de faire un tout intégré. Et on a apporté finalement une vulnérabilité dans l'armée ukrainienne avec tout ça. Le problème de Zelensky, c'est de montrer aux Occidentaux qu'il se battrait mordicus pour chaque mètre de terrain. Et donc, qu'il fallait tenir chaque mètre carré. Voilà. Et que c'est en fait cette détermination à tenir sur laquelle il basait la volonté des Occidentaux de l'aider. Et le général Zaloujny, qui aujourd'hui semble être tombé en disgrâce d'ailleurs, le général Zaloujny, lui, est un militaire. Et pour lui,
il sait que rester dans Bakhmout, c'est gaspiller des troupes parce que finalement elles se feront tuer là, alors qu'on ne gagne pas grand-chose parce que Bakhmout, c'est pas très utile. Les Américains d'ailleurs allaient dans le sens de Zaloujny. Mais bien au sûr, début de la bataille. Bien Dès sûr. novembre, ils avaient dit ne vous accrochez pas à Bakhmout. Voilà, si vous lisez mon livre Opération Z, vous verrez, pourtant il a été écrit il y a plus d'une année, j'écrivais exactement ça d'ailleurs. C'est bien pour ça. Voilà, c'est ça qui est assez amusant d'ailleurs. C'est que l'analyse du terrain, faite une analyse opérative du terrain, montrait que Zaloujny avait raison et qu'il aurait mieux valu abandonner Bakhmout qui valait pas grand-chose, mais préserver des troupes, regrouper ces troupes, quitte à faire avoir le potentiel pour faire une contre-attaque, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme vous l'avez dit, Bakhmout a en fait avalé le meilleur des troupes ukrainiennes, et ça leur a manqué pour la contre-offensive plus tard, même d'une manière générale, parce que les premières troupes que les Ukrainiens ont engagées, c'était celles qui étaient le mieux formées. Aujourd'hui, ce qui arrive sur le terrain, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui le disent, ce qui arrive sur le champ de bataille, c'est des gens qui ont été recrutés à la va-vite, qui sont formés très sommairement, souvent mal et insuffisamment, et qui arrivent sur le terrain un petit peu comme ça, par hasard. Et les premières troupes, les troupes qui étaient engagées à Bakhmout, étaient au contraire des troupes aguerries qu'on aurait pu garder valablement pour la suite. Donc je pense que Zaloujny a compris la valeur d'un combat mobile, comme les Russes le concevaient d'ailleurs. Hein, la mobilité, c'est pouvoir vraiment jouer sur le terrain entre le feu et le mouvement. Et là où vous voyez que vous êtes trop faible, ça ne sert à rien de persévérer. Il vaut mieux vous retirer, regrouper les forces et recontrer. Et voilà. Je simplifie un peu le schéma, mais on est à peu près dans ce modèle-là. Et ça conduit d'ailleurs la défaite de Bakhmout et ce qui s'est passé après, parce qu'il y a eu d'autres défaites qui ont été, même d'ailleurs, la contre-offensive s'est déroulée un peu selon le même schéma, où Zelensky, dans le secteur de Rabotino, typiquement, Robotino, exactement, Zelensky voulait qu'on avance absolument. Il y a même un moment où, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il a donné l'ordre d'avancer de 500 mètres par jour. Alors, on voit bien, vous avez cité Verdun, on est à peu près dans la même situation, où on ordonne d'avancer de 500 mètres. Si les soldats n'avancent pas de 500 mètres, c'est qu'ils ont une raison pour ne pas avancer de 500 mètres. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas avancer. Et donc, on a la différence, et j'avais évoqué d'ailleurs cette problématique déjà dans mes ouvrages précédents, c'est la différence entre une conduite politique et une conduite militaire du combat. Du côté russe, Vladimir Poutine et les dirigeants politiques ne sont pas intervenus dans la décision militaire. C'est des décisions militaires, c'est des décisions de Sourovikine, de Gerasimov, tout ce que vous voulez, mais c'est les militaires qui décident des actions militaires. Je ne dis pas que les politiciens ne donnent pas des directives, parce que comme partout, c'est les politiciens qui donnent les grands axes, n'est-ce pas ? Mais les opérations sont conçues par les militaires. Or, c'est ce qui fait perdre Hitler sur le front de l'Est. Exactement. Cette détermination à vous ne reculerez pas contre l'avis de ses généraux, alors que Staline, à partir de Stalingrad, laisse un peu les coups des franches à Tchoukov et ses généraux. Exactement. Donc on est exactement dans cette même situation. Il faut laisser les militaires faire la guerre, en quelque sorte. Et c'est la problématique qu'il y a eu en Ukraine, où Zelensky a voulu s'imposer par rapport aux militaires, et puis aujourd'hui, on en voit les contre-coups parce que Zaloujny est un homme qui est très populaire parmi les militaires, d'ailleurs, parce qu'il est considéré comme étant un bon soldat, alors que Zelensky est un peu perçu comme celui qui est à l'origine de la défaite de Bakhmout, à l'origine de la défaite de cette contre-offensive, parce que Zelensky, il a d'ailleurs, certains ont dit que c'était trop tôt pour faire certains disent c'est trop tôt, d'autres trop tard pour la contre-offensive. L'histoire, on pourra juger ça de différentes manières, mais ce qui est important dans cette affaire, c'est que la décision de contre-attaquer c'est faite par une pression politique, non pas par un jugement militaire. Et c'est là où, si vous voulez, ce hiatus entre militaire et politique, c'est finalement accentué. Bien sûr. Et qui aujourd'hui a abouti, vraiment ces derniers jours, à la disgrâce de Zaloujny. Et probablement son éviction à un moment ou à un autre. Et probablement son éviction, on s'attend à chaque moment de savoir quand il va être vraiment officiellement saqué, comme on dit. Bien sûr.
vous voyez, le soutien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'un côté des morts, mais on voit d'un autre côté que le soutien à Vladimir Poutine reste quand même très important. Ce qui veut dire que malgré les morts, malgré la perception qu'il y a quand même une guerre, malgré tout, eh bien, on garde la confiance dans le gouvernement. Mais ceci vient du fait que, et de nouveau, les derniers chiffres qui ont été publiés sur l'économie russe montrent que la guerre n'a pas affecté réellement le pays, en tout cas pas négativement. Et qu'au contraire, on a plutôt une économie qui se porte très très bien, et donc le citoyen russe ne voit pas d'inconvénient majeur à cette guerre, si ce n'est effectivement... Son style de vie n'a pas changé. Le style, il s'est même amélioré. N'existe à la pas. limite. Voilà. Bref, tout ce qui était... Si on était dans une guerre contre l'Europe, tout ça, il faudrait oublier. Donc on serait dans un modèle totalement différent, avec, comme je l'ai dit, l'épée de Damoclès nucléaire. Et ça, je ne pense pas du tout que ce soit dans l'esprit des Russes. Et je ne pense même pas que ce soit... Vous savez, on peut discuter, on peut faire beaucoup de commentaires et de critiques sur Vladimir Poutine, mais je pense que c'est quelqu'un qui est finalement extrêmement rationnel dans sa réflexion. Et que... lui, et d'ailleurs il l'a dit à plusieurs reprises, et je pense que les faits le montrent aussi, il aurait préféré avoir des relations normales avec l'Europe plutôt que d'être dans la situation dans laquelle il est maintenant. Même si certains disent qu'il a salué les sanctions, etc. Alors, bon, je veux bien que les sanctions aient eu un impact positif. Mais enfin... Ça, dans les grandes lignes, ils ont trouvé des méthodes pour les contourner. Mais je ne pense pas que ce soit le modèle qu'ils recherchaient, n'est-ce pas? Donc là, ça me semble important. Donc l'idée d'une guerre comme ça, personnellement, je trouve ça un peu pas très honnête intellectuellement, parce que dans le renseignement, puisque c'est un peu ma formation, l'idée qu'un pays aille en guerre, etc., c'est pas simplement... C'est pas tout d'un coup le sentiment qu'on a qui pourrait faire la guerre. C'est qu'on a des indices qui vont le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait voir des capacités ou quelque chose qui indique qu'ils ont l'intention de le faire. Or, en réalité, si on regarde ce qui se passe, le discours politique, ils sont certainement très virulents à propos de l'Ukraine, ils ont certainement des ressentiments à l'égard des Occidentaux, des sanctions, etc. Mais on ne voit pas très bien, on ne perçoit pas du tout dans leur discours l'idée de vouloir s'attaquer à l'Occident. On a plutôt l'impression qu'ils disent « Vous, l'Occident, vous ne nous voulez pas, tant pis pour vous, nous, on va du côté des Chinois. » Enfin, vis-à-vis des BRICS, ils nous prennent comme contre-modèle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes LGBT, vous êtes promoteur d'une société décadente, nous, on est la tradition... On respecte la famille, etc. Vous ne nous intéressez pas, grosso modo, vous ne nous intéressez pas. Nous, on a changé notre fusil d'épaule, on a passé le cap, et nous, on s'intéresse à autre chose. Donc, cette idée de peindre le diable sur la muraille me semble n'être qu'un artifice pour justifier finalement une guerre. D'ailleurs, on relaie finalement le discours de Zelensky. C'est ce qu'il a dit à Davos. Et donc, on essaye simplement de raviver un peu la flamme. On est en train de mener une guerre contre la Russie, et comme le disait d'ailleurs, c'est pas de moi, c'est un parlementaire américain, je crois que c'est Lindsey Graham qui disait finalement ça vaut la peine de lutter contre la Russie en soutenant l'Ukraine, parce que ça ne nous coûte pas une seule vie humaine. Oui, Mitt Romney l'a dit aussi, le sénateur. Donc, c'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement. Finalement, on fait une guerre, c'est pas nous qui mourrons. Il y a un certain cynisme d'après ça, et j'ai le sentiment que l'équipe de Macron est un peu dans ce type de réflexion. C'est très cynique, c'est-à-dire, vous les Ukrainiens, allez seulement vous faire tuer, allez au casse-pipe, et puis nous, on vous donne quelques munitions, puis vous y allez. Suffisamment pour survivre, mais pas suffisamment pour gagner. Voilà. Exactement. Et c'est en fait le dilemme dans lequel se trouve aujourd'hui l'Ukraine. Et on est actuellement dans ce moment charnière où les Ukrainiens, une bonne partie des Ukrainiens, constatent que l'aide occidentale n'a pas été à la hauteur des attentes pour personne, ni pour les militaires, ni pour les politiques, ni pour le peuple ukrainien, qu'en réalité, ils sont dans une situation où il y a peu de chances qu'ils aient cette fameuse victoire
qu'on évoquait, et surtout, il y a très peu de chances que la Russie s'effondre. Et qu'aujourd'hui, au contraire, elle s'est renforcée, et même les journaux ukrainiens, la presse ukrainienne le reconnaît. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on s'est complètement fourvoyé sur l'évaluation qu'on avait de la Russie et sur les perspectives de victoire. Donc, quand on entend Ursula von der Leyen à Davos, on se demande dans quel univers elle est, parce que même les Ukrainiens eux-mêmes ont constaté qu'on est diamétralement à l'opposé de ce qu'elle racontait. Et ça c'est en train de créer des tensions à l'intérieur de l'Ukraine qui sont extrêmement fortes, et qui sont si fortes que la pression à l'intérieur et la répression, pas seulement la pression, mais la répression, devient très forte contre tous les gens qui mettraient en doute la parole de Zelensky. Et donc, on n'a pas vraiment créé les fondements pour quelque chose de démocratique, mais on est en train de créer une espèce de Frankenstein totalement non démocratique.